Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Bonsoir à mes camarades du soir, bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre, bonsoir journaliste politique au JDD, bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Et bonsoir à vous Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Vous êtes ancien président du MEDEF, vous êtes un observateur assidu de la situation économique du pays. On va parler du budget avec vous, mais pas que, parce qu'il y a aussi un rapport sur lequel vous planchez, ou que vous avez peut-être déjà remis sur la sécurité économique. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute justement, puisque j'en parlais à l'instant, le député EPR David Amiel qui dénonce le comportement de l'opposition et qui appelle à retirer les amendements pour aller plus vite sur le budget. Le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire ont voté main dans la main des hausses d'impôts astronomiques en commission et veulent maintenant laisser le débat s'embourber en séance. Et donc nous dénonçons cette politique de la terre brûlée parlementaire qui est très grave pour notre institution. Au rythme où nous allons, nous ne pourrons pas finir cette première partie du projet de loi de finances, ce qui serait un échec démocratique collectif pour l'ensemble des députés et pour l'ensemble de l'Assemblée nationale. Nous avions d'ores et déjà moins d'amendements par député que le Nouveau Front populaire. Pour autant, nous prenons notre part de responsabilité et davantage que notre responsabilité en retirant dès cet après-midi près d'une centaine d'amendements, ce qui permettra de gagner une journée de débat. Voilà, le budget, quelle que soit la tartinade parlementaire, 49.3 vraisemblablement sera adopté. Et après, l'économie de la France a pris un sérieux coup, Geoffroy Roux de Bézieux. Sur une échelle de 0 à 20, on en est où de l'économie de la France ? Je sais pas, entre quelque part autour de 7-8, quoi. Ah ouais, 7 sur 20. Oui, vous regardez les intentions d'embauche, le moral des patrons, etc. Non, c'est pas bon. Il y a quelques filières qui souffrent énormément. Le bâtiment, travaux publics depuis longtemps, depuis presque 2 ans maintenant. Mises en chantier sont au ralenti. Il y a l'automobile. Ah ouais. Qui est un véritable désastre. Alors là, c'est un problème européen, plus que franco-français. Et puis en fait, l'économie de marché, c'est la confiance. Et la confiance, elle est ébréchée parce que les Français sont pas idiots, mais les patrons raisonnent exactement comme les Français. On annonce des hausses d'impôts, ils sont pas forcément concernés directement, mais ils se disent bon, je serai le prochain sur la liste. Et donc il y a une espèce d'économie au ralenti, mais elle est au ralenti pour les consommateurs, ils achètent pas de voiture, mais aussi pour les entrepreneurs qui embauchent pas, qui ralentissent les. Donc c'est pas une bonne période, c'est sûr. Et le spectacle, j'entendais là Monsieur Amiel qui dit on a moins d'amendements par député. Alors je savais pas que le critère de réussite d'un parti c'est le nombre d'amendements par député. Moi, il dénonce les amendements posés par l'opposition, RN et LFI, mais on a entendu aussi M. Coquerel, qui, pour le coup, est un fin connaisseur des finances, puisqu'il est à la commission des finances, il a été président, et il est à nouveau, dire que lui aussi, il veut aller jusqu'au bout de ce budget. Si vous voulez, si la situation de la France budgétaire n'était pas si grave, on pourrait en rire. Parce que c'est un spectacle très 4e République ou 3e République, on fait des grands spectacles. On fait de la politique. On fait de la politique avec des petits groupes parlementaires qui se disputent la vice-présidente de la sous-commission, machin. C'est tragique. Hein. Parce que quand même, la situation est grave. Moi, je suis pas de ceux qui disent la France est en faillite. C'est pas vrai. Non. On n'est pas la Grèce, mais on paye aujourd'hui nos emprunts. Est-ce qu'on peut la devenir ? Je pense pas, parce que on a un système fiscal beaucoup plus efficace. N'oubliez jamais que le problème de la Grèce, c'était qu'ils ne collectaient pas les impôts, ou très 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 mal. Par contre, aujourd'hui, il faut dire aux Français, on paye nos emprunts, notre taux d'emprunt est plus élevé que l'Italie, que l'Espagne, que le Portugal. Donc on était les meilleurs de la première division, on est en train de descendre en deuxième division. Et ça peut paraître 50 milliarrs voilà, par an. Voilà, ce que j'allais dire, ça peut paraître abstrait pour les Français, pour vos auditeurs, mais 56 milliards par an. L'année prochaine, ça sera sûrement plus. Donc moi j'aurais aimé que, mais c'est un vœu pieux, je le reconnais, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu une espèce d'effort de guerre nationale, tout le monde se dise bon, ce budget il est pas terrible. Et il est vraiment pas terrible, parce qu'il y a des hausses d'impôts. Mais au moins, c'est le moins mauvais qu'on pouvait faire en 3 semaines, puisque le gouvernement a eu 3 semaines pour le budget. Votons-le. C'est pour ça que moi, je suis assez favorable à ce qu'on fasse un 49.3 vite. Et qu'on en finisse. Qu'on mette les gens dans leurs responsabilités. Là, on assiste à un spectacle qui ne grandit pas la politique et qui, malheureusement, je pense, décourage les Français de participer. Jean-Michel Salvatore. Geoffroy Roux de Bézieux, sur le climat général à l'Assemblée et dans le pays, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on assiste à
au retour d'un sentiment très anti-entreprise. On a bien vu la montée des extrêmes qui passent leur temps finalement à expliquer que les entreprises sont ont été des profiteurs pendant toutes ces dernières années avec Emmanuel Macron, et finalement ce sont les entreprises qui passent pour des boucs émissaires. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que là il y a des grandes entreprises, parce qu'il y a une grosse régression, les TPE, les ETI? Oui et non, il y a une régression en apparence, effectivement, vous avez raison, il y a un espèce de festival de taxes sur les riches et les grandes entreprises. Mais moi j'ai quitté le MEDEF il y a 1 an, mais sur les 10 dernières années, l'image des entreprises, des grandes et des petites d'ailleurs, a fortement augmenté, et le Covid a été un accélérateur, parce que pendant le Covid, on a découvert quand même qu'il fallait des entreprises pour nourrir les gens, pour les transporter, etc. Il y a plein d'entreprises Je pense que c'est un peu l'écume des choses. Et que c'est cette foire, je vais dire la foire à la saucisse de la taxe n'est pas représentative de ce que pensent les Français. Il y a toujours des Français qui pensent qu'il faut taxer les entreprises. Il y a quand même un discours anti-entreprise qui est incroyablement présent aujourd'hui. Oui, mais encore une fois, de même qu'il y a un discours, si vous voulez, sur un certain nombre de sujets régaliens qui ne reflète pas ce que pensent les Français. Et donc il y a un écart. Non, ce qui se passe aujourd'hui, enfin là c'est une opinion un peu personnelle, c'est que l'écart grandit entre la représentation nationale et ce que pense la majorité ou une majorité de nos compatriotes. Et dans le prolongement de la question de mon camarade, sur le côté, il y a en effet une déconnexion qu'on voit entre les élites et entre le peuple français. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que cette élite-là se passe de certains débats qu'on pourrait avoir? Je pense notamment par la retraite par capitalisation. Je pense notamment la réduction des fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est 20% de l'emploi total du pays, avec ces débats picrocolins à l'Assemblée nationale sur moi j'ai dépensé tel amendement, on a un amendement par groupe. Enfin, on s'y perd et finalement on n'a pas les débats qu'on pourrait avoir sur des réformes qui sont elles pour le coup structurelles. Sur le fond, deux problèmes qui méritent un tout petit peu de développement. On a le temps, Geoffroy. Mais c'est bien. Sur le sujet de la fonction publique, moi je donne crédit à Michel Barnier de ne pas avoir eu le temps de lancer des vraies économies, parce que la réalité quand même, c'est que les économies, il faut du temps pour les faire. Il y a peu de périodes dans l'histoire récente de notre pays où on a réussi à faire baisser le nombre de fonctionnaires. Ça a eu lieu sous le mandat du président Sarkozy, ça a eu lieu entre 86 et 88. Ça réclame des efforts, de la pédagogie aussi, parce que c'est pas complètement évident. Ça a été fait à certaines échelles. Par exemple, la Poste s'est transformée de manière assez étonnante. Donc c'est possible, mais ça se fait pas en claquant des doigts, en faisant des yaka faucons. Mais il faut poser ce débat, indiscutablement, et notamment dans les collectivités locales, parce que c'est là où on a accru beaucoup le nombre de fonctionnaires. Il y a eu une partie de transfert de l'État, mais pas que. Sur la retraite, c'est un peu le même sujet. La capitalisation, quand vous êtes en répartition, passer de l'un à l'autre est quasiment impossible. En tout cas, impossible sur une année. Gros effort. Ça demande toujours beaucoup de temps. Parce que vous ne pouvez faire ça que petit à petit. Ça existe, parce que on dit il n'y a pas de capitalisation en France. C'est pas tout à fait vrai. Ça existe pour les fonctionnaires. Il y a préfonds, bien sûr. Et ça existe, on va dire, pour les gens qui ont les moyens, les cadres, qui eux se font des PE, des pertes. Pardon, je cherchais le nom de ces initiales barbares. Et donc, ça existe. Donc, il y a un petit bout de capitalisation, mais évidemment, il faudrait arriver à doser. En tout cas, ce que j'espère, c'est qu'on abonne. Cette réforme, elle n'est pas parfaite, elle ne résout pas tous les problèmes, mais elle est absolument indispensable. La moitié de l'accroissement de la dette publique sous les 7 ans du président Macron, c'est la retraite. Enfin, c'est les retraites. Et ça va s'accélérer. 60 dernières années. Voilà. Et ça va s'accélérer parce que malheureusement, la démographie, on peut le regretter, mais elle est ça voudrait dire que sur les 1000 milliards, parce qu'on accuse Monsieur Macron d'avoir augmenté la dette de 1000 milliards, il y a à peu près 300 de Covid. Et sur les 700, il y aurait 350 de retraite? J'ai pas complètement les chiffres, mais c'est l'ordre de grandeur, en tout cas, c'est sûr. Donc c'est d'une certaine manière, ça n'est pas de sa faute. Oui et non. Il a toujours cru, c'est la politique de l'offre, c'est la croissance qui va régler, parce que et ce qui est vrai d'ailleurs, croissance, c'était le mantra de Bruno Le Maire. Mais oubliez pas que en 2017, je vais pas faire de l'histoire politique, il y a Édouard Philippe qui arrive avec et c'est fait partie du programme Cap 2022. Première loge. Oui, Cap 2022, c'est la réforme de l'État. Et il y a un programme assez ambitieux auquel on a participé, d'une réforme intelligente de l'État, parce que encore une fois, le yaka faucon ne marche pas. C'est facile, quand on est assis à un plateau, sur un patron, de dire ils sont trop payés, on a trop machin, etc. C'est plus compliqué que ça, mais c'est possible. Je dis pas que c'est pas possible, heureusement. Sauf que arrivent les gilets jaunes et à partir de là, les chéquiers ont été ouverts.
C'est ça la réalité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après Gilets jaunes. Et après les Gilets jaunes, on a continué à faire la politique de l'offre. C'est-à-dire on a cru en business, on dirait la top line, le chiffre d'affaires si vous voulez, mais on a oublié de réduire les coûts. Et il y a eu quand même une politique de guichet post-Covid qui a été terrible. Enfin, je veux pas épingler ce truc-là, mais je suis toujours fasciné. C'est le chèque pour réparer ses vêtements. Jean-Michel. Oui, moi je vais revenir sur les conséquences de toutes ces taxes qui vont peser sur les entreprises. Quelles conséquences ça va avoir sur la compétitivité des entreprises françaises? Est-ce que c'est un très mauvais coup ou est-ce que ça peut s'absorber? Objectivement, si c'était ce que nous dit Michel Barnier, une année de surtaxe pour les grandes entreprises, objectivement, ça a été dit par certains grands patrons, c'est absorbable. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est deux choses. Le signal que ça donne à toutes les entreprises, parce que tout le monde se dit ménage comme entreprise, je suis le prochain sur la liste. Donc c'est ça le vrai sujet. Et puis le deuxième, c'est qu'on sait malheureusement qu'une taxe provisoire et durable. Elle reste. Vous savez que les députés NFP là sont en train d'augmenter la CEHR. Et CEHR, vous savez ce que ça veut dire? C'est contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Mais elle date de quand? C'est ceux qui gagnent plus de 500 000 euros. Oui, mais elle date de quand cette contribution 2011. Exceptionnelle? 2011, Fillon. Donc la fin du gouvernement Sarkozy, parce qu'il y a un problème budgétaire. Et donc elle a été inventée par la droite, gardée par la gauche. Et elle devait se terminer en 2024. C'est comme la CRDS. Et re-améliorée. Bon. C'est comme la CRDS ou la CSG. La CSG à 2% sous Rocard. 91. L'histoire fiscale de ce pays montre que malheureusement l'exceptionnel dure. Et donc c'est ça le sujet. Une entreprise, elle va pas changer une stratégie d'investissement sur une année, un impôt. C'est pas vrai. C'est pluriannuel. Par contre, si elle se dit, OK, l'impôt sur les sociétés n'est plus à 25% en France. 25%, c'est un peu au-dessus de la moyenne urbaine, mais c'est raisonnable. Il va être durablement à 33%. Je pars. Et d'ailleurs, au passage, quand même, je le dis parce que c'est un sujet d'irritation pour un certain nombre d'entrepreneurs français. Dans les gens qui vont payer la taxe, les GAFA, donc les entreprises du numérique qui sont en général basées en Irlande, où l'impôt sur les sociétés est à 12 en théorie et en réalité avec des rescrits fiscaux autour de 7 et 5, ne vont pas la payer en France. On a quand même un vrai problème de coordination européenne. Il n'est pas normal qu'on ait du dumping fiscal au sein de l'UE. C'est pareil pour les transfrontaliers. On avait fait le sujet hier sur ceux qui sont allés travailler en Suisse et qui ont cotisé, qui auraient dû cotiser. C'est un texte européen qu'on n'a jamais réussi. C'est la France qui paye. Et on n'a jamais réussi. Il y a une chose, je disais tout à l'heure, vous avez remis un rapport sur la sécurité économique. De quoi s'agit-il, Jean-François? Le président Macron, quand j'ai arrêté le MEDEF, m'a demandé de regarder si, sur le plan de la sécurité économique au sens large, mais donc essentiellement la protection de nos intérêts vitaux, de nos savoir-faire technologiques, de nos données, etc. C'est l'espionnage, en fait. On peut appeler ça l'espionnage, mais disons qu'aujourd'hui, l'espionnage, c'est plus Jean Dujardin, quoi. C'est plus cyber que... Enfin, j'ai rien contre Jean Dujardin, d'ailleurs. Voilà. Et donc, dans un contexte où la géopolitique se durcit, c'est-à-dire que la mondialisation heureuse, moi j'avais dit ça au MEDEF en 2018, on m'a regardé un peu comme ça, mais est derrière nous, et effectivement, on est dans une économie ouverte, une économie de marché, mais avec des gens qui jouent pas exactement avec les mêmes règles. Donc j'ai remis ce rapport qui est classifié, donc qui est destiné au service de renseignement, mais on a fait une version un peu expurgée qui permet de diffuser une culture pour sensibiliser les entreprises. Alors c'est pas toutes les entreprises qui sont concernées. Si vous avez une petite entreprise de bâtiment, il y a peu de secrets techniques, mais dès que vous avez un secret de fabrication, dès que vous avez des données, il faut se dire que, comme tout est numérique, tout est espionnable. Et que les pays étrangers, les pays non démocratiques d'abord, mais aussi certains pays démocratiques, agissent sur ces données. Voilà. Et donc, on essaye de mettre en place un certain nombre de choses dans le monde entrepreneurial, qui est pas... Alors, on est moins naïf qu'on l'a été. Vous accusez la Chine, quand même, hein. C'est pas à moi de donner des noms de pays, mais il est clair qu'il y a des pays qui sont plus agressifs que d'autres. Et qui font de l'espionnage à l'ancienne. Et qui parfois se font prendre. Il y a une histoire que je cite, donc je peux la donner à l'antenne. Ça, c'est effectivement une grande entreprise industrielle française dont un membre du commerce, une femme, d'ailleurs recruté un babysitter, une babysitter en l'occurrence. Cette babysitter s'est révélée, après enquête, et elle a eu un doute, s'est révélée être au service d'un grand pays étranger, pour aller chercher et fouiller les affaires et les ordinateurs parce que il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est numérique est interceptable. Mais vous pouvez quand même vous protéger si vous utilisez des outils verrouillés. Vous pouvez compliquer la tâche
en fait, des gens qui cherchent à vous intercepter. Oui, il y a une chose qui est connue, c'est quand vous voyagez en Chine, il faut surtout pas se brancher sur la prise de l'hôtel parce qu'on vous absorbe toutes les données de votre smartphone. En voyage à l'étranger, nous recommandons de ne pas prendre ces outils numériques habituels. Exactement, voilà. Et pas se plugger avec son ordinateur. Mais ça ne doit pas empêcher, alors c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on vit dans un monde ouvert, on a besoin d'exporter. Et donc il faut trouver l'équilibre entre Choose France et Protect France. Faut trouver l'équilibre entre commercer et se faire piller sur une ligne de crête. Ouais, sur une ligne de crête. Alors avec peut-être des œufs sur la ligne de crête si vous voulez pour rendre le truc un peu plus compliqué. Juste une dernière question parce que il en a beaucoup été question aujourd'hui, Geoffroy Roux de Bézieux, vous y serez sensible. Pour ou contre payer 5 € pour aller visiter Notre-Dame de Paris ? Moi je trouve ça pas idiot. À condition qu'on puisse aller à la messe sans payer, mais je trouve ça pas idiot parce qu'on a besoin d'argent pour le patrimoine religieux. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux, d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres du JDD et Jean-Michel Salvatore pour commenter l'actualité qui est toujours marquée par le budget. Tout à l'heure, nous avons entendu David Amiel qui disait qu'il fallait aller très très vite au vote et donc il supprimait les amendements de son groupe. C'est le cas aussi de Nicolas Sansu, député NFP du Cher, qui emboîte le pas justement de David Amiel pour annoncer lui aussi la suppression de certains amendements du NFP. Les 4 groupes du Nouveau Front Populaire donc, ont décidé d'aider à l'arrivée du vote, c'est-à-dire qu'on va déjà retirer 25% de nos amendements. Alors on est en train de regarder dans chaque groupe lesquels seront retirés. Et donc on va annoncer ça pour que les débats puissent aller jusqu'au bout et qu'on finisse, comme on a dit, avant samedi soir, peut-être avant vendredi soir si tout le monde fait un effort. Donc les 4 groupes du Nouveau Front Populaire ne seront pas ceux qui feront échouer l'examen du texte dans son ensemble. Jules Torres, là on rentre dans la bataille politique, ce qu'on disait tout à l'heure avec Geoffroy Roux de Bézieux, il y a beaucoup d'esbroufs et en réalité, la poloche, que de la poloche, c'est-à-dire qu'on débat sur des amendements dans des débats qui n'intéressent pas beaucoup les Français, qui n'intéressent pas les politiques eux-mêmes. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont présentes dans l'hémicycle cette semaine. Les députés macronistes, ils sont en train de négocier leurs amendements avec les ministres. Le Rassemblement national a bien compris que ça se jouait pas ici, mais que tout se jouera plus tard. On sait, la vraie question, Michel Barnier, c'était soit il dégainait le 49.3 très vite, mais on sait que le 49.3 n'est pas du tout apprécié par les Français. C'est quelque chose qui reste indélébile dans un quinquennat. On a assez parlé des plus de 25 49.3 d'Elisabeth Borne pour savoir 28. Que les Français s'en souviennent. Et donc le sujet, c'est est-ce qu'il laisse traîner les débats ? Et auquel cas, la mouture qui arrivera au Sénat, ce sera la mouture initiale, la mouture que veut le gouvernement. Donc je pense que les députés de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire se sont un petit peu emmêlés les pieds dans le tapis pour la simple et bonne raison qu'ils ne pensaient pas que les débats se tourneraient autour d'eux, parce que là on voit bien qu'aujourd'hui c'est eux qui cristallisent le plus les tensions et les critiques. Ils sont accusés par tout le monde de retarder les débats, d'avoir finalement des débats stériles, parce que moi je vois des dépêches AFP, des titres de presse qui nous disent augmentation de telle taxe, augmentation de tel impôt. Tout ça n'existera plus dans 3 jours. Donc ça sert à rien d'alimenter ce genre de débat pendant une semaine. Jean-Michel Salvatore. Écoutez, moi je pense que il y a une prise de conscience chez les députés qui sont allés beaucoup trop loin. Parce que finalement, le spectacle qu'ils ont donné à l'Assemblée nationale était absolument catastrophique. Les Français ont commencé à prendre peur, parce que c'est vrai que quand on voit la liste de tous les impôts qui nous sont promis, il y a véritablement de quoi prendre ses jambes à son cou. Je pense que les députés s'en sont rendus compte, alors pas évidemment ceux des 2 extrêmes, mais ceux qui sont dans une position plus centrale. Et je pense qu'au fond, si vous voulez, qu'est-ce qui fait le plus mal à la démocratie ? Est-ce que c'est un 49.3 ? Ou est-ce que c'est cette surenchère et cette foire à la saucisse et cette surenchère les mots de l'ancien patron du MEDEF. Honnêtement, moi je pense que, alors excusez-moi, mais moi je pense que bien sûr le 49.3, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais je pense qu'il faut réhabiliter le 49.3 pour mettre fin à ce désordre absolu. Je pense qu'il faut dédramatiser les choses. On est dans une situation économique qui est très grave. Et donc moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est qu'il ne faut pas se laisser intimider par la propagande du Nouveau Front Populaire qui vous explique que le 49.3, c'est un déni de démocratie. Le 49.3, c'est dans la Constitution et c'est fait
pour s'en servir. C'est Michel Debré et le général de Gaulle qui ont écrit la Constitution, avaient pensé à cet article 49.3 pour se sortir d'une situation à la 4ème République. On y est absolument. On a une petite bataille des partis à l'Assemblée nationale. Mais le problème, c'est qu'en effet, ça fait partie de la Constitution. Mais aujourd'hui, les Français ne veulent pas entendre parler de 49.3. C'est l'exception qui devient la règle, alors que ça devait être un caractère exceptionnel. Mais Jules, vous êtes sûr de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ne se disent pas, au fond, il faut en finir et redevenir raisonnable? Parce que ce que les Français veulent aussi, en tout cas, c'est un peu de calme. Les Français, on va demander à l'Institut CSA de faire un sondage. Et ben voilà. Les Français, en tout cas, que moi je croise par exemple sur le terrain, je peux vous dire, on leur parle de 49.3, il y a la lumière à tous les étages.